bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui dans cette salle un petit peu moins pleine que tout à l'heure, mais bon, j'espère vous intéresser quand même pour parler de métallurgie et de recyclage. Donc moi, je suis Lola Lillensten et je suis chargée de recherche au CNRS. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le CNRS ? C'est un institut de recherche dont la mission, donc du Centre national de la recherche scientifique, est de mobiliser toutes les sciences pour affronter les défis du monde contemporain. Le CNRS, c'est un institut national qui participe à des laboratoires de recherche sur tout le territoire. Et donc moi, je suis dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut de recherche de chimie Paris, qui a pour tutelle le CNRS et une école d'ingénieurs qui s'appelle Chimie Paris. En chimie, au CNRS, il y a de nombreux métiers. Il y a les métiers de chercheurs-chercheuses, mais aussi d'ingénieurs ou de techniciens-techniciennes. Et il y a le pendant du côté université. Donc dans ces cas-là, c'est des personnes qui ne font pas que de la recherche, mais qui font aussi de l'enseignement. On parle d'enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses, et également des ingénieurs et des techniciens-techniciennes. Donc de mon côté, je suis chercheuse à l'Institut de recherche de chimie Paris. J'ai commencé ce travail fin 2019 et quand je suis arrivée et que j'ai pris mon poste, le réchauffement climatique était déjà bien avancé. En bas de la diapo, on voit les warming stripes du réchauffement climatique. Et comme la mission du CNRS, c'est quand même d'affronter les défis du monde contemporain, j'avais envie que ma recherche s'inscrive dans des perspectives de transition environnementale. Donc j'ai commencé à me demander qu'est-ce que je pouvais faire. Alors si je regarde ma bouteille d'huile chez moi, je me dis finalement le métal, il est recyclable à l'infini et c'est merveilleux. L'industrie semble être parfois un petit peu décriée, mais finalement peut-être qu'on n'a pas de problème parce qu'on fait les choses vraiment très très bien chez nous. Et puis si on regarde un petit peu plus en détail, ici on voit l'évolution du taux de recyclage des emballages en fonction des différents emballages, donc papier, carton, plastique, bois, métaux, verre et tout matériaux au cours du temps. Les métaux sont en rouge et on se dit, effectivement, c'est pas si mal. On a 83% de taux de recyclage en 2019, mais tout d'un coup, c'est déjà pas 100% en fait. Et si on continue de chercher plus en détail, ici, on a un tableau de Mendeleïev avec tous les éléments. Les éléments qui sont colorés sont les métaux. Et leur couleur donne leur taux de recyclage. Et donc on voit qu'il y en a qui sont en rouge, dont le taux de recyclage est supérieur à 50%, donc par exemple le fer, mais d'autres sont en jaune, en marron ou en bleu, et ils peuvent avoir des taux de recyclage inférieurs à 1%. Donc on se rend compte tout d'un coup qu'il y a de bons indicateurs globaux pour le recyclage, mais que la réalité est plus contrastée. Alors pour mieux comprendre ça, j'ai essayé de comprendre comment ça se passe le cycle de la matière en métallurgie. Alors tout d'abord, le métal, on l'extrait du minerai. Donc tout commence dans une mine dont on récupère du minerai et de ce minerai-là, on vient extraire du métal. Ce métal-là, on l'utilise rarement tel quel parce que ses propriétés sont finalement pas si bonnes que ça. Donc on rajoute ce qu'on appelle des éléments d'alliage. Par exemple, l'acier, c'est du fer avec un petit peu de carbone. L'inox, c'est un acier qui contient du chrome et du nickel, etc. Et donc tous ces petits éléments qu'on rajoute permettent de renforcer les propriétés, de résister à la corrosion, d'être plus dur, de résister à plus haute température, de résister à l'irradiation, etc. Cet alliage a ensuite coulé, mais là on voit que les formes que je vous montre, ces gros cylindres, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc ensuite, il y a tout un tas de post-traitements qui consistent principalement à chauffer et à déformer. Il faut vraiment penser à la forge des épées, par exemple. C'est ce principe, on vient taper, on vient tirer, on vient chauffer la matière pour lui donner des propriétés, puis on usine et on forme une pièce. Et cette étape d'usinage génère une grande quantité de copeaux. Suite à l'usinage, on obtient des produits semi-finis ou finis qu'on intègre dans tout un tas d'applications. Alors je suis désolée, c'est peut-être un peu petit au fond, je pensais que l'écran serait plus grand. Mais donc c'est des applications qui vont être dans la construction et le bâtiment. Il y a un exemple de pont, il y a les canalisations d'eau, il y a le béton, l'armature du béton armé, il y a les énergies, par exemple les éoliennes contiennent beaucoup d'acier, beaucoup d'aluminium et puis des aimants en métaux.
toute la conduction de l'électricité avec des fils de cuivre, le transport avec par exemple un vélo, l'emballage avec des canettes ou des emballages de médicaments qui ont un petit blister en alu, et puis les objets de la vie de tous les jours comme des casseroles. Donc on voit que finalement, à l'issue de cette chaîne, on obtient des matériaux métalliques absolument partout, sous différentes formes, associés à différents matériaux, collés, soudés, peints, etc. Donc ça, c'est le cycle de vie linéaire, et quand on considère le recyclage, on essaye de fermer cette boucle. Donc on récupère les matériaux en fin de vie et les copeaux, et on les refond dans des grands fours pour reformer des pièces. Et c'est là que les métaux sont vraiment intéressants du point de vue recyclage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on les fond, on arrive à repartir de zéro. Et donc on peut faire un nombre de cycles infini, parce qu'à chaque fois, on recrée un état vierge qu'on travaille de nouveau. Ça, c'est très intéressant parce que par rapport à l'utilisation de métal extrait du minerai, on économise beaucoup d'énergie. L'étape d'extraction du minerai, c'est vraiment l'étape la plus énergivore. Et donc, en s'affranchissant de cette étape et en utilisant des matériaux de nos poubelles, on arrive à économiser 70, 80, 85, 90% d'énergie et l'équivalent en émissions de CO2. Néanmoins, il y a quelques limites dans cette boucle dont il faut qu'on parle. La première, c'est la collecte, parce que on voit que collecter tous ces matériaux en fin de vie, c'est pas si facile. Mais là, moi, comme scientifique des matériaux, comme chimiste des matériaux, j'ai un rôle assez faible à jouer. Et puis, il y a deux autres étapes dont je voudrais parler plus en détail. Donc la première, c'est l'idée qu'on confond souvent les métaux et les alliages. Et donc, quand on dit que le métal se recycle à l'infini, c'est vrai. Mais les alliages, c'est plus compliqué parce que, comme j'ai dit, c'est pas un seul élément, c'est beaucoup d'éléments ensemble. Et on a mis ces éléments ensemble dans des compositions très précises pour leur donner une propriété. Et si jamais on change cette composition, on perd la propriété. Or, en fin de vie, on n'arrive pas à bien trier tous ces alliages. Et donc, c'est un peu, ce que je dis, c'est l'image d'une soupe. C'est comme si on avait une soupe de carottes, une soupe de poireaux et une soupe de courges. Et à la fin, on refond tout ça ensemble. Alors ça fait une autre soupe qui n'a plus le goût des soupes initiales, et on n'arrive plus à sortir la carotte d'un côté, le poireau de l'autre, etc. Et ça, le problème, c'est que donc on ne peut plus l'utiliser de la manière initiale. Dans certains cas, il y a même des éléments qui sont toxiques. Par exemple, le cuivre, il est toxique pour l'acier. Et donc, c'est comme si vous avez une soupe qui contient de la cacahuète et que vous la donnez à un ami qui est allergique à la cacahuète. Donc, ça peut être même très problématique au moment du recyclage. Donc voilà, on a ces éléments indésirables qui peuvent être toxiques. Donc à la fois, ça fait perdre de la matière, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout refondu ensemble et qu'il y a des éléments toxiques, par exemple du cuivre dans mon acier, toute cette quantité de métal liquide, on ne peut plus en faire grand-chose. Donc là, il y a des stratégies à mettre en place. La première, c'est de sous-cycler ou de décycler. Donc à l'image d'une soupe, c'est de se dire, cette soupe, moi je la trouve pas très bonne, mais je vais la donner à manger à mon chien et ça ira. Bon, c'est quand même utilisé, mais c'est un peu dommage. Et puis, donc en métallurgie, c'est utilisé dans des applications moins exigeantes. Par exemple, faire des armatures pour du béton armé. Bon, quand on sait plus trop quoi en faire, on fait ça, mais c'est dommage, à la place, on aurait pu faire un avion. Ou bien on peut diluer et donc rajouter beaucoup de fer, ou rajouter beaucoup d'aluminium, ou dans une soupe rajouter beaucoup d'eau, si bien que les éléments toxiques deviennent tellement peu concentrés qu'ils ne posent plus de problème. Un des autres problèmes, c'est que ces éléments indésirables, ils auraient pu avoir de la valeur. Le cuivre, ça coûte cher, et donc finalement on les a perdus un peu pour toujours en ne les valorisant pas. Et une fois qu'on a tout dilué, il faut rajouter des nouveaux éléments d'alliage, et ça coûte très cher. Une autre limite au recyclage, c'est que quand même, pour recycler les métaux, on refond, et ça, c'est basé principalement sur des énergies fossiles, pas que, mais en partie. Et donc, ça émet aussi beaucoup de CO2. Donc ça m'a un peu permis de lancer ce sujet, et ensuite, il a fallu s'attaquer au problème. Et donc, en recherche, quand on veut s'attaquer au problème, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la biblio. Donc on lit des articles et des articles. On lit des rapports de l'ONU, des rapports de l'ADEME. On fait des réunions, on discute avec des experts de la recherche, de l'industrie, des pouvoirs publics, etc. Et donc à force de faire des réunions et de discuter et de lire, pour moi il y a un peu des mots-clés qui sont sortis. Le premier, c'était l'aluminium. L'idée que j'avais envie de travailler sur ce matériau parce qu'il est utilisé vraiment partout. Et donc, il reste quand même des
des changements à proposer qui pourraient avoir un impact assez fort. Et au bout d'un moment, je suis tombée sur cet article ici qui parlait de recyclage par voie solide. Et ça a éveillé mon intérêt et j'ai décidé de creuser dans cette direction. Donc j'avais identifié mon sujet et le recyclage par voie solide, le principe c'est qu'on s'affranchit de l'étape de fusion, on récupère les copeaux parce que dans ces cas-là on ne peut travailler qu'avec de la matière qui est très bien triée et ces copeaux simplement on les compacte très fort et on forme de nouveau des produits par un procédé qui s'appelle de l'extrusion et qui aujourd'hui est déployé sur beaucoup de sites industriels français. Donc il y a quand même beaucoup d'intérêt à cette approche. La première, c'est qu'on divise par 3 l'énergie liée au recyclage. Et la seconde, c'est qu'on ne perd plus les éléments d'alliage parce que tout reste dans la matière. Quand on refond, il y a de l'évaporation. Il y en a qui s'oxydent en formant une sorte de croûte sur le bain de fusion. Maintenant, je garde tout. Donc on garde la valeur, on divise l'énergie par 3. Et tout ça m'a convaincue. Et donc il y a eu une collaboration mise en place entre un laboratoire allemand et 2 laboratoires français. Donc maintenant, un petit peu plus en détail, le procédé que j'étudie. On part de copeaux. Ces copeaux d'usinage sont compactés pour améliorer leur manutention. Et ensuite, alors il faut imaginer que le monsieur il a un cylindre de copeaux et pas un cylindre plein. Ça rentre dans une presse d'extrusion. Et finalement, cette presse, elle pousse ce cylindre au travers d'un petit trou afin de lui donner une forme finale. Les produits qui sortent de ça, on appelle ça des profilés et on les retrouve dans notre vie de tous les jours absolument partout. Par exemple, ici, les menuiseries de cette porte, ça a été fait de cette manière. C'est vraiment juste en passant un gros cylindre et en lui donnant une forme finale. Donc là, dans la vidéo, la forme finale qui est produite, c'est du tube. Et complètement sur la droite, vous voyez 2 formes allongées et ça, c'est nos échantillons recyclés qu'on a fait à partir de copeaux. Donc on a vraiment les copeaux et les matériaux finaux. Et on étudie un alliage d'aluminium qui contient un petit peu de silicium, un petit peu de magnésium et un petit peu de fer. Et notre problématique de recherche était quelles sont les modifications qui sont introduites dans le matériau avec ce nouveau procédé de recyclage. Pour s'attaquer à cette question, qui est notre finalité, de comprendre les modifications apportées au matériau pour pouvoir améliorer le procédé, eh bien, on définit des sous-objectifs de notre étude. Et en recherche, on s'adresse à chaque objectif en mettant en place en face une série de mesures qu'on vient d'écrire, qu'on analyse, on croise tous ces résultats qui nous permettent d'arriver à une conclusion. Notre objectif numéro 1 était, y a-t-il de la contamination par l'oxygène lors de ce recyclage qu'on appelle 2.0 ? Pour ça, on met en place, comme j'ai dit, plusieurs analyses différentes. La première, c'est une analyse un peu de la masse, où je vais quantifier au global combien j'ai d'oxygène. Et ici, les valeurs ont peu d'importance, mais ce qu'on voit, c'est que la teneur en oxygène augmente aux différentes étapes du procédé. Donc finalement, on se dit, bon, effectivement, on capte de l'oxygène quand on recycle de cette manière. Après, on s'est dit, bon, où est-ce que se trouve cet oxygène dans notre matière ? Donc on est allé la chercher en surface des copeaux. Donc, de nouveau, on utilise une méthode d'analyse qui s'appelle la spectrométrie photoélectronique X et on analyse la surface et on s'est rendu compte que l'oxygène formait une couche d'oxyde en surface des copeaux. Et puis ensuite, on va chercher l'oxygène dans le matériau recyclé avec tout un tas de techniques. Donc là, j'ai mis des noms, mais en fait, peu importe. L'important, c'est qu'on a croisé les techniques aux différentes échelles pour obtenir la compréhension la plus complète possible de notre matériau. Alors ici, je montre un petit peu à quoi ressemble la structure du matériau recyclé. Si on zoome à l'intérieur, on voit qu'on observe des sortes de formes qui sont définies par des liserés noirs. Et quand on fait de l'analyse chimique, on se rend compte que ce liseré, il est enrichi en magnésium. Et en zoomant encore plus dans la matière, avec des méthodes de microscopie avancées, on voit qu'il y a également de l'oxygène. Donc en fait, ces liserés noirs qui contiennent cette structure de liseré correspond aux anciennes surfaces de copeaux oxydées qui, lors de la compaction des copeaux, se sont retrouvés incorporés dans la matière. Donc on a pu mettre en évidence que l'oxygène réagit avec l'alliage pour former de l'oxyde. L'oxyde, pour l'acier, c'est de la rouille. Pour nous, ça ne s'appelle pas de la rouille, mais c'est vraiment la même idée. Et cet oxyde se retrouve incorporé dans le matériau.
Alors ça pourrait être pas très grave, mais en fait, ça fait que notre matériau a une structure de fibre, parce que les copeaux, ils ont une sorte de coquille d'oxyde autour d'eux. Et donc, si on pense à des structures en fibre, par exemple de la cordelette, on sait que quand on tire dessus dans sa direction longue, eh ben, c'est très résistant, c'est très très dur à casser. Mais par contre, c'est assez facile d'enlever les brins un par un. Et ben, nous, c'est un peu le même problème qu'on imagine dans notre matériau, c'est-à-dire que dans un sens, les propriétés mécaniques sont bonnes, mais peut-être que dans l'autre, ça pourrait être problématique. Néanmoins, on avait beaucoup d'informations à ce stade et donc on a commencé à écrire un article. Donc ça faisait 2 ans qu'on travaillait sur le sujet, on avait beaucoup de résultats et c'est une étape très importante dans la recherche, c'est de partager le savoir. Et donc toute la recherche qu'on fait, on la partage au bout d'un moment avec la société en la publiant. Donc ici, j'explique rapidement comment ça se passe. On a passé environ 5 mois à rédiger un article et cet article, on l'a soumis à un journal scientifique. Quand on soumet un article dans un journal, il est d'abord évalué par l'éditeur qui dit « ça m'intéresse » ou « ça m'intéresse pas ». Si ça l'intéresse, l'article est envoyé en relecture par des pairs, donc des experts du sujet, qui sont nos collègues, mais on ne sait pas qui c'est parce que c'est anonyme. Et donc ces rapporteurs, il y en a parfois un, mais plus souvent 2 ou 3, prennent le temps de lire et de critiquer l'article. Et à l'issue de leur critique, l'article est rejeté ou il est accepté si jamais c'est très bon, mais le plus souvent, il est renvoyé avec des commentaires en disant « écoutez, tel point est un petit peu faible, il faut le renforcer, ici je ne suis pas d'accord avec vous ». Et il y a toute une série d'itérations dans cette boucle qui permet à la fin d'aboutir à un article publié. Et c'est pour ça que la science qui est publiée, c'est une science qui est fiable, et ça c'est un message que j'essaye de faire passer, parce qu'en fait, il y a tout ce processus de contrôle qui permet de ne pas dire des bêtises. Voilà, donc on avait publié notre article et on s'est dit qu'on voulait aller plus loin et pour ça, il nous faut des bras parce que quand je dis on, c'est qu'on était une petite équipe mais on a toujours besoin d'aide et donc on a décidé de recruter un doctorant. Donc pour les plus jeunes qui sont là, celui qu'on a recruté c'est Théo, il était à l'époque étudiant en 3e année d'école d'ingénieur et passionné de matériaux et d'écologie. Et donc un doctorat c'est 3 ans d'études mais où on est sous contrat donc on est rémunéré. On travaille sur un projet de recherche et à l'issue des 3 ans, on écrit un mémoire et on soutient ces travaux devant un jury qui décerne le grade de docteur. Et donc on devient docteur à Bac+8. Après la thèse, il y a beaucoup d'évolutions possibles, que ce soit dans l'industrie, en R&D ou dans la recherche publique, comme ce que j'ai fait moi pour aller au CNRS. Et donc c'est vraiment pas quelque chose qui ferme des portes. Ça peut vous amener dans différents domaines. Et pour en faire un, ce qui est requis, c'est un niveau M2 ou un diplôme d'ingénieur. Donc une fois qu'on a embauché Théo, on a souhaité continuer de travailler sur comment rendre nos alliages recyclés meilleurs. Donc on a d'abord travaillé sur l'impact de ces oxydes sur les propriétés mécaniques du matériau. Donc c'est ce que j'ai dit, cette notion de fibre. Et on a pu mettre en évidence qu'en effet, le matériau recyclé, il peut casser plus vite que le matériau non recyclé dans certaines conditions. Donc ça c'est un petit peu problématique parce que selon les applications, on a besoin de quelque chose de résistant. Après, dans certaines applications, par exemple des menuiseries de fenêtres, peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir un matériau absolument parfait mécaniquement. Mais bon, comme on s'est dit que quand même il y avait une petite baisse de propriétés mécaniques, on a identifié des paramètres qui contrôlent l'oxydation et on a proposé des modifications du procédé qui permettent de limiter la prise d'oxygène. Et on est en train de les tester mécaniquement pour voir si on a réussi à améliorer le procédé grâce à nos recherches. Donc encore une fois, c'est des travaux qui sont publiés pour partager ces résultats avec la communauté, et non seulement la communauté française, mais la communauté mondiale, puisqu'ils sont accessibles en ligne. Voilà, donc on continue de travailler pour améliorer ce procédé. Maintenant, on travaille à le déployer à d'autres alliages d'aluminium et également à d'autres alliages pas forcément d'aluminium. Et on est en discussion avec des industriels pour avancer sur le déploiement de ce procédé
à l'échelle donc de l'industrie. Donc c'est vraiment, ça montre que on peut passer de l'échelle de la compréhension de l'oxydation sur des copeaux à un procédé de recyclage nouveau, à son industrialisation. Voilà, et comme on m'avait dit 20 minutes, j'arrive au bout de mes 20 minutes. Et donc j'espère vous avoir montré que la recherche en métallurgie, c'est à la fois beaucoup de métiers, c'est-à-dire qu'il y a les chercheurs, chercheuses, mais il y a aussi les ingénieurs et les techniciens, techniciennes qui nous aident au quotidien. Il y a tout le personnel administratif, juridique, de communication, etc. Aussi qui nous aide, dont je n'ai pas parlé ici. Et puis c'est évidemment les étudiants, donc on recrute tout le temps des étudiants en thèse, des stagiaires, il y a des alternants aussi possiblement. C'est beaucoup de questions qu'on se pose et auxquelles on essaye de répondre. Pour répondre à ces questions, on utilise beaucoup de techniques, c'est varié. Moi, au quotidien, je ne fais pas du tout la même chose d'une journée à l'autre. On étudie différents matériaux. Là, j'ai parlé de l'aluminium, mais ce matin, je travaillais sur du cuivre et demain, je travaillerai sur du titane. Donc, de nouveau, on peut étudier beaucoup de choses différentes, ce qui nous amène beaucoup de résultats, heureusement. Et je voudrais aussi dire que c'est un travail d'équipe, donc c'est toujours quelque chose qu'on fait avec des collègues. Des fois, mes collègues, c'est les personnes du bureau d'à côté, des fois, c'est le laboratoire d'à côté, des fois, c'est un laboratoire en France. Et puis, j'ai des collègues qui sont en Allemagne, au Canada, au Royaume-Uni, etc. Donc, il y a beaucoup d'échanges internationaux. Il y a beaucoup de variété dans le métier. Des fois, on est en train de faire des analyses et puis des fois, on écrit des articles, on recrute des étudiants et aujourd'hui, je suis là pour vous parler. Et donc, j'espère vous avoir convaincu que la métallurgie, ce n'était pas seulement de la forge sur une enclume comme la photo du début. Merci beaucoup.